Dans les chroniques trempées de sang de l'Angleterre des Tudors, où des reines finissaient sur l'échafaud et où des sujets pleuraient pour complaire à leur souverain, une histoire plus sombre que l'exécution elle-même demeure souvent mal comprise, celle d'une femme qui survécut en acceptant l'humiliation. Anne de Clèves arriva en Angleterre comme une fiancée appelée à devenir reine et devint, à la place, le symbole d'un mépris royal méthodiquement entretenu. Sa faute n'était ni la trahison, ni l'adultère, ni la sorcellerie, mais quelque chose que le roi tenait pour plus impardonnable. Elle n'éveilla pas son désir. Ce récit n'est pas seulement celui d'un rejet, c'est l'anatomie d'une cruauté calculée, où la vanité d'un homme déforma le regard d'un royaume entier sur une innocente. L'on répète que cette épouse fut la chanceuse qui conserva la tête. La vérité révèle un chapitre plus noir. Elle dut sauver sa vie au prix de sa dignité, tandis que la pourriture véritable ne se trouvait pas dans le corps de la reine, mais au cœur de l'Angleterre elle-même. 1539 marqua un tournant du règne d'Henri VIII. L'Angleterre, isolée sur la scène européenne, se voyait menacée par le rapprochement catholique entre la France et le Saint-Empire. Le roi, déjà entré dans sa quarantaine avancée, avait consumé 2 mariages, l'un rompu, l'autre tranché par la hache, et cherchait à reconquérir une légitimité politique par l'alliance. Son principal ministre, Thomas Cromwell, mit en musique une manœuvre diplomatique hardie, unir la couronne anglaise à la maison réformée de Clèves. Le paysage continental l'exigeait. L'empereur Charles, réconcilié avec le roi de France, avait resserré l'étau. La rupture d'Henri avec Rome lui avait coûté des appuis vitaux, et le royaume vacillait sur le bord d'une catastrophe diplomatique. Les États protestants d'Allemagne offraient un salut possible, et Anne de Clèves en devenait la clef. Son frère, le duc Guillaume, jouissait d'un prestige réel auprès des princes luthériens. Cette union n'était pas une pastorale amoureuse, mais une question de survie nationale. Sous cette nécessité politique couvaient pourtant les angoisses très personnelles d'Henri. L'athlète flamboyant des tournois s'était mué en souverain corpulent, malade, prisonnier d'un corps qui trahissait sa vanité. Des ulcères à la jambe suppuraient et empoisonnaient l'air des appartements. Les médecins, encore sans concept d'infection, bandent, incisent, calment par des drogues opiacées. La douleur continue et la brume médicamenteuse rendent le maître imprévisible. Ce déclin physique, dont témoignent les récits diplomatiques de l'époque, affectait aussi l'intimité du roi. Au lieu d'admettre l'évidence, il érigea son dysfonctionnement en jugement moral, reportant sur ses épouses la responsabilité de ce que son propre corps refusait. La décadence du souverain devint doctrine de cour. Pour rassurer son orgueil, il fallait lui confirmer à tout instant qu'il demeurait irrésistible. Le décor de la chute d'Anne était dressé. Le pinceau d'Hans Holbein, convoqué pour fixer l'image de la future reine, joua un rôle décisif. Le peintre, célèbre pour sa précision, représenta la princesse en tenue germanique, visage serein, port digne, sous un riche couvre-chef. À des yeux modernes, elle apparaît gracieuse. Mais l'imagination d'Henri, attisée par la flatterie diplomatique et par son besoin maniaque de confirmation, transforma ce portrait en promesse fantasmatique. Il l'étudia, s'y attacha, y projeta un roman auquel aucune femme réelle ne pouvait répondre. Lorsque l'escorte d'Anne accosta, à la fin de décembre 1539, elle portait l'espoir de 2 nations et le poids d'une alliance confessionnelle. Âgée d'environ 24 ans, élevée avec discipline, la duchesse s'était préparée. Coutumes anglaises, rudiments de langue, pas de danse nouveau, tout fut travaillé pour plaire. Ses coffres débordaient de tapisseries, de bijoux, d'objets ouvragés qui manifestaient le rang de sa maison. La rencontre à Rochester fracassa les illusions. Le roi, persuadé d'accomplir un geste courtois à la romanesque,
entra déguisé en messager pour surprendre sa promise. Il trouva une jeune femme polie, respectueuse, mais qui ne le reconnut pas et surtout ne s'évanouit pas en protestation d'adoration. Formée dans une culture plus formelle, Anne répondit par une réserve correcte là où Henri attendait un transport théâtral. Cette méprise culturelle fut la première fissure. Le dégoût du roi se lisait immédiatement. Des témoins décrivirent sa mâchoire serrée, son visage assombri. Là, la nécessité d'État s'écrasa contre l'orgueil. L'orgueil l'emporta. La femme qui ne corroborait pas son mythe d'homme invinciblement désirable devint non seulement une déception, mais une menace pour son récit intime. Le mariage aurait lieu, la machine politique l'imposait, mais la campagne de discrédit commença ce jour-là. Le 6 janvier 1540, la noce prit des allures de messe funèbre. Henri, engoncé dans des étoffes d'or qui ne pouvaient plus masquer sa décrépitude, se tint aux côtés d'Anne tandis qu'à la faveur des éventails peints, on murmurait déjà des signes de disgrâce. La mariée, splendide, garda sa tenue souveraine malgré l'humiliation qui montait. Elle connaissait le devoir, non la cruauté raffinée de la cour anglaise. La splendeur des rites voilait un sens plus trouble. L'on ne célébrait ni l'amour, ni même l'alliance. On mettait en scène la dégradation publique d'une innocente. La nuit de noces se transforma en théâtre de la honte. Le corps souffrant du roi, bardé de pansements, transforma sa propre répulsion en accusation. Incapable d'assumer l'échec, il fit d'Anne la cause et la preuve. Il se plaignit d'odeurs, insinua des imperfections, invoqua des manières étrangères. Dans la logique viciée de la cour, la défaillance masculine devint faute féminine. Médecins tremblants et courtisans intéressés relayèrent la fable. Les boudoirs bruissèrent de mensonges qui, peu à peu, firent d'une dignité bafouée un divertissement cruel. L'Angleterre officielle se mit au diapason. On railla l'accent d'Anne, ses choix de parfum, la coupe de ses vêtements, son maintien trop allemand. Des dames censées la guider observèrent, rapportèrent, trahirent. La reine se trouva seule dans un nid de vipères où survivre signifiait endurer en silence. Les attaques n'avaient rien de spontané. Elles étaient chorégraphiées pour donner au souverain des raisons de rompre sans se contredire. Dans les semaines qui suivirent, la propagande fit d'elle l'incarnation des périls d'une influence étrangère. Des vers célébrèrent des beautés bien de chez nous, tandis que des libelles suggéraient que les femmes d'outre-Rhin convenaient mal aux hommes d'Angleterre. Il fallait préparer les esprits à la dissolution annoncée. Plus pervers encore, des examens intimes, pratiqués sous prétexte médical, vinrent soutenir la fiction royale. Les rapports, rédigés pour cadrer avec la version d'Henri, fixèrent dans les archives des constats, accommodants qu'on citerait ensuite comme preuve. Affirmer l'évidence, que le roi souffrait, exposait à la colère. Il valait mieux accuser des humeurs étrangères et des habitudes alimentaires impropres d'avoir troublé la vigueur naturelle de Sa Majesté. Ainsi la compétence savante fut-elle subordonnée à l'utilité politique. C'est dans ce climat que la figure de Catherine Howard, très jeune cousine des Howard, éclipsa Anne. Le contraste servait la dramaturgie du roi, jeunesse contre maturité, anglaise contre étrangère, ingénuité contre éducation. La cour comprit le message. Le désir royal avait trouvé ailleurs de quoi se rassurer. Dès lors, la fin du mariage d'Anne n'était plus qu'une procédure. À ce stade du récit, je m'adresse un instant à vous qui écoutez. Si ce travail d'éclairage historique vous intéresse, je vous remercie, s'il vous plaît, de vous abonner à Historien Silencieux, de laisser un commentaire et d'appuyer sur « J'aime ». Votre soutien nous permet de poursuivre ces explorations sans hâter ni simplifier l'histoire, et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Revenons maintenant aux faits.
Les cours d'Europe observaient avec stupéfaction. L'empereur y vit l'illustration d'une barbarie anglaise commode à dénoncer. À Paris, on brocarda la virilité défaillante du roi. Dans les chancelleries, on calcula les risques d'une Angleterre isolée. Les princes réformés d'Allemagne prirent de l'affront pour eux. Le duc Guillaume, frère d'Anne, envisagea sérieusement de rompre avec l'Angleterre pour se tourner vers la Ligue catholique. Seule la modération d'Anne, par ses lettres prudentes, empêcha un basculement qui eût pu livrer l'île à l'invasion. Pendant ce temps, à Londres, la machine de l'annulation se mettait en marche, polie par des juristes empressés et des théologiens dociles. La conclusion était écrite. Il restait à donner au caprice royal les dehors d'un jugement. Ainsi se dessine la vérité d'Anne de Clèves, non une reine mal choisie, mais une femme prise dans le tourbillon d'un souverain malade de son corps et de son orgueil, et d'une cour experte à transformer les fantasmes d'un homme en raison d'État. Dans cet univers, survivre n'était déjà plus céder, c'était penser et patienter. L'annulation du mariage d'Anne de Clèves fut menée avec la rapidité et la froideur d'une mécanique déjà rodée par les précédents drames conjugaux du souverain. Thomas Cromwell, l'artisan de l'alliance avec la maison de Clèves, dut lui-même en orchestrer la ruine, paradoxe cruel qui finirait par lui coûter la vie. Les juristes fouillèrent les textes de droit canon. Les théologiens rédigèrent des arguments savants sur la non-consommation et le consentement. Les parlementaires auditionnèrent des témoins choisis pour donner la réponse attendue. Tout se déroula comme une pièce écrite d'avance. La voix du roi dictait la conclusion, et les institutions se bornaient à répéter. Le rôle d'Anne dans cette tragédie judiciaire mérite attention. Contrairement à Catherine d'Aragon qui avait combattu avec fermeté l'annulation, ou à Anne Boleyn qui avait défié le roi jusqu'à la mort, elle choisit une voie plus subtile. Elle comprit que résister, c'était risquer le supplice. Consentir, c'était vivre. Elle adopta une stratégie de prudence. Accepter les humiliations, sauvegarder son intégrité physique, transformer la soumission apparente en arme de survie. Lorsqu'on lui demanda de reconnaître que son union n'avait jamais été consommée, elle répondit avec docilité. Lorsqu'on lui proposa de conserver un rang et une rente en échange de cette confession, elle acquiesça. Elle se vit attribuer le titre officiel de « sœur du roi », une dignité qui lui garantissait revenus, domaines et présences honorifiques à la cour. Cet accord, que l'on présenta comme une marque de clémence d'Henri, traduisait en réalité l'intelligence politique d'Anne, capable de transformer une défaite en espace de liberté. La chute de Cromwell, exécutée le même jour que la dissolution du mariage, illustra la brutalité du système. L'homme qui avait servi fidèlement son maître, négocié avec habileté l'alliance allemande, fut sacrifié comme bouc émissaire. Anne, elle, échappa à ce destin grâce à son choix d'accommodement. Elle comprit que dans ce royaume où la faveur royale se retournait en condamnation en un souffle, la discrétion valait mieux que la grandeur. Sa soumission devint une forme de résistance silencieuse. La nouvelle union d'Henri avec Catherine Howard fut célébrée aussitôt, comme pour effacer l'épisode précédent. Anne dut assister aux réjouissances, sourire à la jeune cousine qui l'évinçait, se montrer courtoise envers celle qui incarnait sa propre relégation. L'humiliation fut extrême, mais elle en sortit indemne. Elle gagna ce que les autres épouses n'avaient pas eu: la tranquillité, des terres et la possibilité de vivre à l'écart des colères royales. Son installation au palais de Richmond lui offrit une autonomie rare pour une femme du XVIe siècle. Elle put gérer ses domaines, tenir sa maison, organiser son existence sans la surveillance constante des espions de la cour. Cette liberté matérielle et morale fit d'elle une figure singulière. Tandis que Catherine Howard courait à une fin tragique, décapitée pour adultère 18 mois plus tard, Anne jouissait d'une vie confortable et d'une réputation qui se réhabilitait peu à peu. Elle fit preuve d'un sens aigu de l'économie, négociant des baux avantageux,
introduisant des méthodes agricoles apprises en Allemagne, améliorant la productivité de ses terres. Ses contes, conservés dans les archives, montrent une femme d'affaires avisée, attentive aux détails, capable de transformer une rente en fortune. Elle investit aussi dans le commerce, dans le textile et dans les échanges entre l'Angleterre et les principautés germaniques, assurant son indépendance financière. Son rôle discret mais constant de mécène et de protectrice contribua à renforcer son image. Elle soutint des écoles, des hôpitaux, des œuvres pieuses, et gagna la sympathie des populations voisines de ces domaines. Ceux qui l'avaient raillée à la cour la reconnurent comme une bienfaitrice. Les marchands allemands établis à Londres lui demeurèrent fidèles, l'aidant par des prêts avantageux et des échanges favorables. Elle devint ainsi une sorte d'ambassadrice officieuse de la culture germanique en Angleterre, accueillant dans sa maison savants, réfugiés religieux, musiciens et poètes. Au fil des années, elle s'intégra dans la société anglaise sans jamais perdre son identité. Elle perfectionna sa maîtrise de la langue, jusqu'à pouvoir discuter avec des juristes et marchander avec des notables sans interprète. Son cercle s'élargit aux grandes familles nobles qui, séduites par sa dignité et sa constance, l'invitèrent à leurs réunions. Elle sut être présente à la cour quand il le fallait, invisible quand il le fallait aussi, adoptant un art de l'équilibre qui lui assura sécurité et respect. Sa neutralité, notamment lors des luttes de faction après la mort d'Henri, montra une sagesse politique exceptionnelle. Là où beaucoup s'engagèrent dans des camps et périrent avec eux, Anne conserva de bonnes relations avec chacun, sans jamais se compromettre. Sous le règne d'Édouard VI, son profil protestant lui permit d'apporter un appui discret aux réformateurs, facilitant la circulation d'idées et de textes entre l'Allemagne et l'Angleterre. Sa maison devint un lieu d'échanges intellectuels, un salon discret où se débattaient des questions théologiques et culturelles, loin de l'agitation des parlements. La dignité avec laquelle elle traversa ces années contrastait violemment avec les destins de ses rivales. Catherine Howard, exécutée, puis Catherine Parr, prise dans les tensions religieuses, illustrèrent la fragilité des positions à la cour. Anne, en revanche, resta à l'abri, protégée par son choix initial de céder pour survivre. La jeune femme que l'on avait publiquement tournée en dérision devint peu à peu une figure respectée, admirée pour son intelligence pratique et son courage silencieux. Lorsque Henri mourut en 1547, Anne se retrouva dans une situation unique. La seule de ses épouses encore en vie, libre et indépendante. Elle avait traversé le règne d'un tyran malade et imprévisible, sans perdre ni sa fortune, ni sa vie. Le paradoxe fut cruel, mais réel. En acceptant l'humiliation, elle avait conquis une liberté que les autres n'avaient pas connue. L'histoire commença alors à la considérer différemment. Elle n'était plus seulement l'épouse mal aimée, mais une femme qui avait su transformer une défaite en victoire de long terme. Son parcours démontre que, dans l'univers brutal des Tudors, la survie exigeait parfois plus de courage que la résistance ouverte. Anne de Clèves incarne cette vérité. Choisir la vie, même au prix de la dignité publique, pouvait offrir la possibilité d'exister autrement, de construire, d'aider et de durer. La dernière décennie de la vie d'Anne de Clèves confirma cette étonnante transformation. Celle qui avait été introduite à la cour sous les sarcasmes d'un roi capricieux et sous les moqueries des courtisans parvint, au fil des ans, à se constituer une réputation solide, bâtie sur la discrétion, la générosité et l'intelligence. Elle devint une personnalité écoutée, respectée, qui entretenait des amitiés sincères avec de grandes familles anglaises et qui cultivait son image de femme sage et indépendante. Alors même que les souvenirs de son humiliation initiale n'étaient pas effacés, son comportement exemplaire et sa bienveillance lui valurent une admiration grandissante. Sous le règne de Marie Tudor, malgré le retour du catholicisme,
Anne réussit à préserver sa place. Bien que protestante de cœur, elle n'afficha jamais d'opposition frontale. Sa prudence la protégea. La reine, consciente de son prestige européen et de ses liens avec les princes germaniques, jugea utile de la ménager. Les relations entre les deux femmes restèrent cordiales, témoignant de la capacité d'Anne à franchir les clivages religieux et politiques qui déchiraient le royaume. Elle demeura un point d'équilibre, un symbole de continuité au milieu des tempêtes confessionnelles. Ses activités culturelles et intellectuelles occupèrent une part importante de ces années. Elle rassembla une bibliothèque remarquable, comprenant des ouvrages en latin, en allemand, en français et en anglais. Sa correspondance avec des humanistes et des théologiens à travers l'Europe prouve l'étendue de ses intérêts et sa soif de savoir. Elle finança des traductions de textes religieux venus d'Allemagne, encouragea des artistes réfugiés et participa au rayonnement d'une pensée plus ouverte. Ces gestes, bien que modestes comparés aux grandes décisions politiques, contribuèrent à inscrire son nom dans une histoire culturelle que l'on a trop longtemps négligée. Ces domaines prospérèrent grâce à sa gestion attentive. Elle diversifia ses revenus, introduisit des techniques agricoles modernes et investit dans le commerce de la laine et du textile, reliant l'Angleterre et le continent. Elle fit également œuvre de charité. Des hôpitaux et des écoles profitèrent de ses dons. Ces initiatives renforcèrent son image de dame généreuse et responsable. Les populations locales, qui avaient autrefois cru aux caricatures propagées par la cour, la considérèrent comme une protectrice bienveillante. Son nom évoquait désormais non la honte, mais la justice et la stabilité. Sa maîtrise croissante de la langue anglaise acheva de la rapprocher du peuple et de la noblesse. Elle pouvait négocier, plaisanter, discuter sans intermédiaire. Elle développa un style vestimentaire qui mêlait influences germaniques et anglaises, symbole de son adaptation et de son originalité. Elle n'était plus l'étrangère maladroite, mais une Anglaise d'adoption, fidèle à ses racines tout en respectant sa nouvelle patrie. Cette synthèse culturelle illustrait sa capacité à transformer une situation imposée en une force nouvelle. Sa position de sœur du roi la plaça dans un statut ambigu mais avantageux. Elle conservait un rang cérémoniel élevé, sans les périls de l'autorité. Elle participait aux fêtes et aux cérémonies, mais n'était pas impliquée dans les décisions politiques qui pouvaient coûter la vie. Ce rôle à la fois présent et effacé devint sa protection. Elle savait être visible lorsqu'il le fallait et invisible quand il le fallait aussi. Cette aptitude, fruit d'une discipline constante, fit d'elle une figure singulière dans le système rigide des Tudors. Lorsqu'elle mourut en 1557 à Chelsea, elle avait survécu à Henri VIII de 10 années entières. Elle vit défiler le règne d'Édouard, puis les premières années de Marie. Elle s'éteignit paisiblement, entourée de ses proches, sans le tumulte sanglant qui avait marqué la fin de tant d'autres reines. Ses funérailles, bien que moins fastueuses que celles des souveraines régnantes, furent empreintes de respect. Elle fut inhumée à l'abbaye de Westminster, honneur rare et révélateur de l'estime dans laquelle on la tenait désormais. Sa sépulture, aux côtés des grands du royaume, scella sa réhabilitation. L'inventaire dressé après sa mort mit en lumière l'étendue de ses possessions et de ses goûts raffinés. Ses collections d'art, sa bibliothèque polyglotte, ses bijoux, ses meubles témoignaient d'une vie intellectuelle et culturelle riche. On découvrit une femme qui, loin d'avoir sombré dans l'oubli, avait cultivé jusqu'à son dernier souffle sa curiosité et son élégance. Son parcours, en apparence effacé, révélait en réalité une victoire silencieuse sur les humiliations infligées par le roi. Le contraste avec Henri est saisissant. Tandis que la tombe du monarque, malade, cruel et redouté, se dégradait déjà, celle d'Anne était honorée. L'histoire commença à renverser les jugements.
Ce n'était pas la reine allemande qui avait été indigne ou repoussante, mais le roi qui avait projeté sur elle ses propres corruptions. Les chroniqueurs modernes corrigèrent peu à peu les mensonges répétés pendant des siècles, mettant en évidence l'injustice qu'elle avait subie et la force qu'elle avait montrée. Les véritables relents de pourriture n'étaient pas ceux d'Anne, mais ceux des plaies purulentes d'Henri et de son orgueil démesuré. Son legs dépasse sa personne. Anne de Clèves incarne l'idée qu'il est possible de triompher autrement que par la confrontation. Elle démontra que la patience, l'intelligence et la dignité pouvaient offrir une forme de victoire plus durable que le défi héroïque. Elle choisit la vie, là où d'autres, par fierté ou par obstination, avaient trouvé la mort. Son exemple rappelle que dans les sociétés dominées par la violence et l'arbitraire, la plus grande bravoure peut résider dans le refus de devenir victime et dans l'art de transformer la défaite en ressource. Ainsi, l'histoire d'Anne de Clèves, longtemps réduite à une caricature, apparaît aujourd'hui comme celle d'une femme exceptionnelle. Elle fut humiliée, certes, mais jamais détruite. Elle fut rejetée, mais elle trouva la voie de la reconnaissance. Elle fut contrainte de renoncer au titre de reine, mais gagna une liberté rare et précieuse. En définitive, elle surmonta l'épreuve en conservant ce que beaucoup avaient perdu, la vie, l'indépendance et l'honneur. Sa mémoire, plus forte que les mensonges d'un roi, demeure un témoignage lumineux de résistance silencieuse et de résilience féminine au cœur des ténèbres de l'époque Tudor. Revenir sur le destin d'Anne de Clèves, c'est mettre en lumière une vérité trop longtemps masquée par la propagande des chroniqueurs de cour. Cette femme, que l'on a dépeinte comme fade ou disgracieuse, fut en réalité une survivante habile et une observatrice fine des mécaniques de pouvoir. Son parcours nous invite à reconsidérer ce que signifie vaincre dans un univers où la mort était souvent le prix de la résistance frontale. Elle n'a pas conquis par l'épée ni par l'éclat des discours, mais par la patience, la stratégie et le refus de céder à la peur. La mémoire collective avait conservé d'elle l'image d'une reine chanceuse d'avoir gardé sa tête. Cette formule, répétée à l'envi, masquait une réalité plus profonde. Elle ne s'en sortit pas par hasard, mais grâce à une intelligence pratique. Elle comprit que le roi, rongé par la maladie et l'orgueil, projetait sur elle ses propres échecs. Elle accepta d'endosser publiquement un rôle humiliant, tout en bâtissant en silence les conditions d'une existence autonome. Son malheur initial se mua ainsi en opportunité. En renonçant à la couronne, elle gagna ce qu'aucune autre épouse d'Henri n'obtint: une vie longue, stable et respectée. Son exemple a une portée universelle. Dans les sociétés dominées par des figures autoritaires, la survie ne passe pas toujours par la confrontation ouverte. La dignité peut se préserver autrement, par des choix qui paraissent faibles, mais qui, sur la durée, se révèlent plus forts. Anne montra qu'il est possible de retourner l'arme du mépris contre celui qui l'utilise, non en l'affrontant, mais en prouvant que l'on peut vivre, prospérer et être honoré malgré l'humiliation. Elle transforma sa marginalisation en un espace de liberté, sa relégation en une forme de victoire silencieuse. L'histoire politique de l'Europe du XVIe siècle illustre l'importance de cette victoire discrète. Les princes germaniques, qui avaient d'abord vu dans son rejet un affront diplomatique, reconnurent ensuite sa sagesse et sa dignité. Ces échanges avec eux contribuèrent à maintenir un fil ténu entre l'Angleterre et les États protestants. Elle servit ainsi de trait d'union, à une époque où la fracture religieuse menaçait l'équilibre de tout le continent. Si son rôle fut officieux et discret, il n'en fut pas moins réel. Au-delà de la politique, sa mémoire invite aussi à réfléchir sur la condition des femmes de son temps. Les épouses royales, souvent réduites à des instruments diplomatiques, vivaient sous la menace constante d'une disgrâce brutale.
Anne démontra qu'il existait une autre voie, non pas l'héroïsme flamboyant qui conduit à l'échafaud, mais la ténacité tranquille qui ouvre la voie à l'indépendance. Elle prouva que l'intelligence, la gestion avisée et la constance pouvaient permettre à une femme de transformer une humiliation en un héritage positif. La réévaluation moderne de son parcours a corrigé bien des injustices. Les chercheurs, en examinant les sources avec un regard critique, ont révélé les mensonges répandus par Henri et ses courtisans. Les prétendues imperfections physiques d'Anne n'étaient que le reflet des complexes d'un roi vieillissant et malade. Les archives médicales et diplomatiques montrent que c'était le corps d'Henri qui était rongé, non celui de sa femme. La légende de la mauvaise épouse s'efface désormais devant l'évidence. Le véritable échec n'était pas celui d'Anne, mais celui d'Henri, incapable d'assumer son déclin. Son tombeau à Westminster témoigne de cette revanche posthume. Alors que le sépulcre du roi lui-même tombait dans l'oubli et la dégradation, celui d'Anne resta respecté. Elle, l'étrangère venue d'Allemagne, reçut à sa mort les honneurs que l'on refusait souvent aux femmes royales déchues. Son souvenir, entretenu par les communautés locales qu'elle avait soutenues et par les familles nobles qui l'avaient fréquentée, s'imposa avec une dignité durable. Leçon de patience, de résilience et de clairvoyance. Voilà ce que son histoire transmet. Elle enseigne que l'on peut survivre aux tempêtes les plus violentes en refusant d'être emporté par elles. Elle démontre que le pouvoir d'un tyran, si écrasant qu'il paraisse, ne peut pas effacer la force tranquille d'une volonté de vivre. Et elle rappelle que, parfois, le véritable triomphe n'est pas de régner ni de vaincre au grand jour, mais de durer, de bâtir et de laisser à la postérité une image de sagesse et de courage. Ainsi, Anne de Clèves, longtemps réduite à une caricature, apparaît aujourd'hui comme une figure lumineuse de l'histoire des Tudors. Ni victime passive, ni héroïne tragique, elle fut autre chose. Une stratège silencieuse qui sut transformer la défaite en victoire intime. Son nom, qui avait servi de moquerie, est devenu le symbole d'une victoire patiente sur l'injustice et sur l'oubli. Dans les ténèbres de la cour des Tudors, elle incarne l'éclat discret de la dignité préservée.